je suis Fatoumata Sako. Comme nous sommes dans le cadre d'un portrait politique, je suis membre du PCR, du PDS, excusez-moi, parce que j'ai été membre fondateur du PCR aussi, Parti citoyen pour le renouveau, et là je suis membre du PDS, le Parti pour le développement économique et la solidarité. Je suis chargé des relations extérieures et internationales, et je suis chargé aussi des relations avec les institutions, c'est un peu long, association et chargé des Maliens de l'extérieur. C'est vrai que le PDS est membre de l'opposition républicaine et démocratique depuis d'ailleurs la mise en place de cette opposition. Et le parti se porte bien, je peux le dire, bien ou assez bien aujourd'hui. Dieu merci. Nous avons traversé des moments très difficiles et nous ne sommes pas le phénix, mais c'est tout bon parce que le PCR aussi donnait un peu de ses cendres. Ma motivation politique elle est personnelle, elle s'est construite autour de plusieurs choses. Je viens d'une famille de politiciens. Ma mère, à qui je tiens à rendre hommage, Maria Maïga, est une grande politicienne, une grande dame aussi. Elle a été la secrétaire aux relations extérieures du Bureau national de l'UNFM, donc avec Moussa Traoré. Moi j'ai perdu mon père très tôt, mais ma mère s'est remariée avec Sayon Koulibaly, qui a été député à Kita et qui était membre du bureau exécutif central. Et par fait, il était le consul du Mali en France. Donc ça c'est, donc je vous ai dit plusieurs, ça c'est peut-être l'un des facteurs. Le deuxième, c'est que j'ai passé beaucoup de temps en France après mes études, j'y ai travaillé et j'étais passionnée par la politique française. C'est vrai que j'ai été passionnée, je m'y connais beaucoup. Je peux tenir un long débat sur la politique française et même maintenant. Et à mon retour ici, j'ai un camarade avec qui j'ai fait le bac, paix à son âme, qui a été arraché à notre affection très tôt et de façon brutale. Mamadou Diakité, on l'appelait Magnan, qui a été membre fondateur du PCR et qui m'a enrôlé dans le PCR parce que je n'ai jamais, contrairement à beaucoup de membres du PCR, donc moi je n'ai jamais été membre du mouvement citoyen. À un moment donné, je crois 3 ans après donc la première élection du président Amadou Toumani Touré, les jeunes cadres du mouvement ont émis le souhait de créer un parti politique. Je crois qu'ils n'avaient pas l'adhésion du président, mais ils l'ont fait. Et ils ont cherché peut-être un peu les cadres, des personnes, ressources. Et moi, je fais partie de cela. Donc, c'est mon ami qui était membre d'une association, je crois, parce qu'il n'était pas aussi du mouvement citoyen, mais il était dans une association. Vous savez, à l'époque, il y a beaucoup d'associations qui ont soutenu le candidat Amadou Toumani Touré. Moi, je n'y ai pas été, même si j'avais voté pour lui en 2002. Et je ne connaissais rien dans la politique malienne. Donc, c'est lui qui m'a un peu amené dans tout ça. Et quand j'y ai été, j'ai été donc, je crois, la première secrétaire à l'organisation dans le premier bureau politique du PCR. Donc j'en suis membre fondateur. Et donc j'y ai pris goût, je savais qu'on pouvait faire changer les choses. Et la dernière, ou peut-être l'une des motivations, c'est que j'ai constaté en arrivant au PCR que les jeunes cadres, les jeunes qui peuvent se faire entendre ont totalement délaissé la politique. Et je ne sais pas, d'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, si vous avez fait le même constat que moi, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de députés viennent des régions du Mali. Parce que les jeunes de Bamako ont laissé la politique aux autres. Ils pensent que c'est une perte de temps, alors que c'est le seul moyen de faire bouger les choses. Voilà un peu la motivation. Ah oui, ça c'est un vrai combat. J'ai l'habitude de dire que je suis quelques grammes de finesse dans un monde brut. C'est en fait le texte d'une pub de chocolat, mais c'est quelques grammes de finesse aussi.
Ça, c'est la féminité. Mais au-delà de ça, je peux être très farouche. Parce que moi, on m'appelle d'ailleurs la dame de fer, tantôt du dessert, tantôt du BDS. C'est parce que j'ai des motivations franches et claires, j'ai des revendications légitimes et j'ai peut-être le malheur d'être taxé de quelqu'un de très franc, ce qui ne va pas en politique, parce que j'ai constaté que au Mali ici, la politique rime avec langue de bois. Moi, je ne connais pas cela. Je sais qu'il y a des valeurs en politique, je sais qu'il y a une éthique en politique, je sais qu'il y a l'honneur en politique et la dignité. Et moi, c'est des valeurs que je cultive qui ne sont pas à négocier et avec lesquelles je ne transige pas. Et généralement, dans notre pays, les femmes sont confinées au poste de... Elles font grimper l'applaudimètre, quoi. C'est du bétail électoral et c'est des marcheurs au quotidien, c'est des mobilisatrices et c'est des organisatrices. Vous verrez rarement dans nos partis politiques une femme secrétaire générale d'un parti. Moi, je devais être secrétaire général du PDS, mais j'ai décliné parce que ça allait me prendre beaucoup de temps. Comme j'écris beaucoup, je mène d'autres activités. Et donc, d'ailleurs, je me considère en politique, quand je suis avec mes camarades, eux-mêmes ils me disent que nous sommes entre mecs, quoi. Parce que j'estime que la femme peut jouer le même rôle que l'homme. Dans notre pays, c'est les femmes qui font voter les gens, c'est les femmes qui mobilisent les gens autour d'une candidature. Mais le constat amer que je fais est désolant. Au moment de la constitution des listes électorales, les femmes ne sont jamais tête de liste. Et même pour être sur une liste, c'est tout un combat qu'il faut mener, contrairement aux hommes. Et c'est après avoir étudié tout cela un peu, remarqué tout cela, des choses qui n'allaient pas, que j'ai peut-être déjà... Moi, j'ai un caractère fort de nature, hein, et donc cela aussi m'a motivé à prendre des initiatives et à aller dans mon sens à moi, parce que j'estime qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Quand ça marche, il faut féliciter. Et quand il y a lieu de mener un débat, il faut le mener le plus sereinement du monde. La politique est un débat d'idées, c'est des confrontations. Et tu amènes ton idée, tu as raison, j'amène la mienne, tu as raison, je te le concède et je te félicite, on passe. Et c'est comme ça que c'est cette vision un peu de la politique que j'ai moi. J'ai une très bonne relation avec le président Mamadou Toumani, qui est mon papa, c'est mon pater comme je le dis. Et ces relations datent après le coup d'État de 2012. Je vais vous surprendre peut-être. Moi, j'étais membre du comité directeur national du PDS, mais je n'ai jamais milité au PDS. Je n'ai jamais participé à une réunion du PDS avant le coup d'État de 2012. Pourtant, avant 2012, le PDS était, comme je l'ai dit, the place to be. Il fallait être coûte que coûte. Et moi, j'étais confiné dans une commission dont je ne connais même pas le nom. Et j'ai l'habitude de dire au président Alex Sénégal que je ne servirai pas de marche-pied. Je ne fais pas tapisserie en politique parce que les femmes sont là pour faire tapisserie. Sois là et tais-toi. Moi, je ne marche pas comme ça. C'est après le coup d'État que, voyant la débandade, voyant les traditions, voyant les trahisons multiples, je me suis dit qu'il fallait sauver ce parti parce que le président Mamadou, je le dis, je le maintiens, je trouve que c'est le meilleur président du Mali. C'est un patriote digne qui a tout donné à ce pays et ce pays lui a tout pris. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on se lève pour se battre pour lui. Et c'est vrai que j'ai pris des risques. J'ai affronté la junte, la terrible soldatesse négative, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais je n'ai jamais baissé la garde un moment et je ne compte pas le faire. Et pour en revenir donc à mes relations avec le président Touré, je vais le voir très fréquemment à Dakar. Et nous avons les meilleures relations du monde. Oui, je sais. C'est vrai, c'est... Bon, merci pour ce gentil terme.
Je suis au chômage depuis 2012 parce que j'étais la secrétaire exécutive du Club Perspective et Développement, qui est un think tank et qui est d'ailleurs toujours présidé par Ahmed Diané Sénégal. Mais au-delà de cette présidence, nous avions nous avions 70, je crois que nous sommes 70 au CPD. Il n'y a pas 5, je crois que nous sommes 5 ou 6 à y faire de la politique. D'ailleurs, Ahmed Sénégal a toujours bien voulu séparer la politique et le think tank qui était le CPD. Nous ne parlions pas politique au CPD, nous posions les problèmes tels qu'ils sont. Nous avons organisé des débats, des symposiums, des colloques au Mali ici. Et je sais que certains rapports ont même été versés auprès de certains ministères et qui servent de document de base aujourd'hui. Et nous avions beaucoup de camarades, des directeurs de douane, des banquiers qui étaient avec nous et qui n'étaient pas membres du PDS, je tiens à le dire. Malheureusement, vous savez, au Mali, on confond tout. Donc, à l'issue, après le coup d'État de 2012, nos bureaux ont été fermés parce que nous étions victimes de menaces, nous étions victimes de répression. Donc, nos bureaux sont fermés. Et d'ailleurs, il y a moins de 2 semaines seulement que l'un de nos camarades a souhaité que nous reprenions les activités du CPD. Il faut dire aussi que nous fonctionnons avec des financements extérieurs, des subventions et des cotisations donc des différents membres qui servaient à faire fonctionner le local. Moi, j'avais une secrétaire et une assistante. C'est des charges donc, que nous n'avions pas pu maintenir après le coup d'État. Parce que comme au CPD aussi, au PDS, beaucoup de gens nous ont quittés, mais qui commencent à revenir. Et ça, c'est tout un programme. Gina, c'est un surnom que feu mon père m'a donné. Mes parents sont restés longtemps aux États-Unis. Ma mère est professeure d'anglais de formation, mon père est ingénieur agronome, et ingénieur vétérinaire, pardon. Et donc, ils ont fait leurs études aux États-Unis. Quand ils sont rentrés au Mali, ils sortaient beaucoup. Vous savez, bon, c'était dans les années 70. Ils sortaient beaucoup le soir. Et à chaque fois, d'après ce que ma mère m'a rapporté, il paraît qu'à chaque fois que mes parents rentraient le soir après une soirée, un dîner, une invitation, un cocktail, j'étais éveillée dans mon bureau. J'avais 2 mois à l'époque. Et un soir, j'étais éveillée dans mon bureau, je gazouillais. Mon père a l'habitude de dire à ma maman, mais cette petite fille-là, c'est vraiment Gina Deli, elle ne dort jamais. Et je dois dire que ça continue, je ne dors pas le soir, je ne dors pas beaucoup le soir, ce qui me laisse le temps d'écrire, de faire beaucoup de choses. Oui, bon, grande sportive, oui, sportive amateur, oui. J'ai joué au tennis pendant très longtemps, et vraiment, comme je voulais, mais de façon amateur, et j'ai d'ailleurs toujours ma raquette ici. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, j'ai toujours été inscrite dans une salle de sport, j'ai beaucoup voyagé, où que je sois, j'ai toujours été inscrite dans une salle de sport. Et je dois vous dire que je fais quand même 3 fois 5, je cours 3 fois 5 km par semaine, même actuellement, mais c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas touché à une raquette, mais j'ai toujours fait du sport de façon quotidienne. Je pense que c'est ce qui aide à maintenir. Personnellement, je rejette l'accord de paix. Mon parti l'a rejeté aussi. Et nous avions travaillé depuis décembre. Moi, je participe à toutes les réunions des présidents de l'opposition avec mon président, vu mon statut dans le parti. Donc, j'ai été membre aussi nous avions mis une commission de réflexion en place. J'ai été membre depuis décembre 2014. Nous avons travaillé sur cet accord, c'était un projet d'accord, ce qu'on appelle projet pour un accord de paix. Et nous avions produit, je vais vous dire, des réflexions un peu plus pertinentes qui allaient dans le sens de l'intégrité du Mali, qui allaient dans le sens de
de la paix, de l'apaisement, de la tension sociale, du climat social. Et je sais que ces rapports ont été déposés, non seulement, ces réflexions ont été déposées non seulement auprès du président de la République, mais auprès du Premier ministre. Contrairement à ce qui se dit dans la presse, oui, l'opposition est là pour critiquer, mais elle n'apporte rien. Nous avions un projet, moi je peux vous le balancer après notre interview. Depuis décembre 2014, nous n'avions pas arrêté. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire valoir. Et nous avions mieux que ça, nous avions toujours demandé une rencontre, quel que soit le cadre, une conférence nationale, un colloque, une concertation, de large concertation nationale. Nous avions demandé au gouvernement, soit tripartite ou quadripartite, gouvernement, opposition, société civile, mais nous n'avions jamais été entendus. Jamais été entendus. Mon parti a rejeté l'accord de paix. Moi, je le rejette personnellement parce que je trouve que c'est celui de la désintégration du Mali. Vous voyez sur ma page ce que j'écris, je l'ai écrit dans les journaux. Je m'insurge contre le rôle de l'Algérie qui a fait du Mali son arrière-cour. Si vous remarquez bien, ceux qui, passez-moi le terme, qui foutent la merde dans notre pays ne sont pas les Maliens. À la base, les gens comme Droudkel ou Belmokhtar ou Abou Zaïd sont, c'est quoi? C'est des criminels issus du FIS, du GPSC, qui sont au Mali. L'Algérie nous demande de faire la paix, tout en gardant leurs criminels sur notre territoire ici, qui tuent des gens, qui violent des femmes, qui violent des enfants. Et nous avons vu la prise d'otage à In Amenas. Ils ont tué tout le monde. Ils ont même tué des expatriés. Je crois qu'il y a eu 38 victimes, dont des Japonais, des Anglais, des Australiens. Mais nous n'avions pas le droit de faire la même chose. C'est pour tout cela que nous avons rejeté l'accord. Qu'est-ce que nous avons dit? Moi, ma lecture personnelle, c'est que je trouvais que l'accord de Ouaga n'était même pas bon, mais c'était le meilleur pour nous. Comme on dit, mieux vaut un mauvais accord que la guerre. Mais je crois dur comme faire que nous ne ferons pas l'économie de cette guerre. Avons-nous la paix depuis la signature de l'accord? Bamako est sous tension. Et ça fait 3 jours qu'on nous recommande de rester à la maison parce qu'il y a des menaces qui planent sur Bamako. Avons-nous la paix? Nous n'aurons pas la paix tant que nous avons été défaits, malheureusement. Mais nous n'aurons pas la paix avec un tel accord. Et nous avons tout donné à ces gens-là. Ils représentent quoi? On dit 12% de Maliens, je ne sais pas les Touaregs ce qu'ils représentent. Mais les gens du MNLA, les irrédentistes, avec leurs alliés, comme j'ai dit, narco-djihadistes, ils représentent quoi? Ils représentent 1% de la population. Vous avez vu tout ce qui est dans l'accord? Combien de postes? D'ailleurs, j'ai lu une interview de Djeri Maïga qui dit dernièrement que le gouvernement a signé qu'on leur donne des postes des ministères régaliens, et c'est ce qu'ils réclament. Comment voulez-vous que 80% de ces gens soient réintégrés dans l'armée au grade qu'ils veulent? Il y en a, après 3 mois de guerre, ils se tardent d'être des colonels. Est-ce que pour autant ils sont reconnus, ils ont des valeurs de colonels? Non. Moi, l'accord de Ouaga était le meilleur accord pour le Mali. Et ça nous donnait l'occasion de nous affranchir une fois pour toutes de la domination de notre puissant voisin algérien qui ne nous veut pas de bien. Je l'ai écrit une fois. Malheureusement, ils l'ont signé, mais nous n'avons pas la paix. On attend de voir. Mon souhait, c'est qu'il y ait la paix au Mali, parce que nous avions des enfants au Mali, qui étudient au Mali, qui sont appelés. Moi, j'ai 50 ans, je n'irai nulle part. On n'amène pas la semelle à la patrie de ses souliers. Mais il faut bien que ce pays s'en sorte. Il faut bien que ce pays soit apaisé. Il faut bien que ce pays soit réconcilié avec lui-même. Mais je ne vois pas de résilience tant que cet accord sera, d'ailleurs l'application la prise en œuvre va être très difficile. Il n'y aura pas de résilience et il n'y aura pas de réconciliation. Malheureusement, c'est signé. Et le pire, c'est que les documents qui ont été signés le 4 et 5 juin sont pires que le contenu de l'accord. Le MLNA, la CMA a eu ce qu'elle voulait et le Mali a tout perdu. Ce ne sont pas des paroles d'une opposante, surtout que maintenant, opposition dans notre pays rime avec apatride. Nous ne sommes pas des apatrides. Ceux qui sont là ne sont pas plus patriotes que nous. Nous nous connaissons au Mali. Nous savons qui a fait quoi. Et l'histoire peut-être donnera
j'espère que me tromper, mais l'histoire nous donnera raison. Parce que cet accord, je le répète une fois pour toutes, que c'est celui de la partition humaine, tel que nous l'avons connu, tel que nos ancêtres nous l'ont légué. Et la gestion du pays, j'ai souhaité ne pas la commenter, mais je suis sur le plan politique et il faut bien donner son opinion. Cette gestion, elle est calamiteuse. Cette gestion, elle entraîne le pays vers sa perdition. Mais malheureusement, même nous, membres de l'opposition, n'avons pas le courage de la dénoncer. Je ne sais pas si c'est dans un souci d'apaisement ou si c'est parce que nous voulons faire plaisir à l'Occident ou aux décideurs, nos partenaires techniques et financiers comme on nous dit. Mais je trouve que les hommes politiques doivent avoir un sursaut national parce que le Mali nous appartient à tous. Le Mali est notre seul bien commun. Nous n'avons plus rien. Et de plus en plus, pour moi qui voyage beaucoup, ça ne fait pas joli d'être malien à l'extérieur. Les gens nous disent, mais qu'est-ce qui vous arrive dans votre pays? Je ne reviendrai pas sur les différents scandales parce que je le commente assez dans mes posts ou dans mes publications, mais il faut en faire plus. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition de la majorité que nous allons regarder le Mali sombrer sans rien dire. Je trouve cela assez dommage. Ce n'est pas celui de l'entendre, quelque chose qui me tient à cœur. Il y a 2 ans, mon combat, c'était le retour et la réhabilitation du président Mary Touré. Ce sont mes préoccupations. Ce sont mes seules motivations politiques aujourd'hui. Et c'est même une question existentielle pour le PDS. Et l'histoire et les faits se sont chargés de le réhabiliter. Aujourd'hui, tous les Maliens, où qu'ils soient, le citoyen lambda de la rue sait que le président, les faits ont donné raison à Amadou Toumani Touré. Et la première fois que le président a souhaité l'aide des pays des champs, les pays du champ, c'était en 2004, lors du sommet du Saint-Sade. Il a réclamé l'intervention ou l'aide, l'appui de tous les pays du champ et même de l'extérieur, mais il n'a pas été entendu. Il a été victime d'un complot. Et malheureusement, le Mali en a payé les frais, les pots cassés. Mon combat aujourd'hui, c'est son retour. Et le gouvernement a commis une commission, a mis en place une haute cour de justice. Au sein de cette haute cour, ils ont mis une commission en place. Cette commission a fait un rapport, après avoir entendu beaucoup de gens, beaucoup de responsables. Je sais que pratiquement tous les chefs militaires ont été entendus par la commission. Des députés ont été entendus, des anciens ministres ont été entendus par la commission. Et cette commission a produit un rapport dont la conclusion, qui ne nous satisfait pas, mais la conclusion de ce rapport est qu'il n'y a pas de fait qui susceptible d'être retenu, en tout cas pour la mise en accusation du président Amadou Toumani Touré, pour crime, pour autre exemple. Mais depuis février, lors de la session, je crois que c'était la session de février, si mes souvenirs sont bons, ce rapport avait été inscrit à l'ordre. L'examen du rapport avait été inscrit à l'ordre du jour. Et il a été reporté. Il a été reporté 4 fois. Et à notre grande surprise, il avait été décidé de l'examiner le 2 juillet passé. Le 2... Oui, c'est le 2 juillet. Le jeudi dernier. Et nous avons assisté à ce que je dirais une vaste comédie. Non seulement ce rapport n'a pas été examiné, et cette fois-ci, il a été reporté sine die. Je dis bien sine die parce que à chaque report, on nous donnait une date. Mais cette fois-ci, ils ont clairement déclaré que le rapport sera examiné lors de sessions ultérieures. C'est ce que j'appelle sine die. Tout en sachant que la prochaine session, c'est en octobre. Ça peut être en octobre. C'est maintenant, selon le bon vouloir des tenants du pouvoir, je trouve que cela n'est pas, ça ne les grandit pas. Il faut savoir prendre la hauteur. Et il n'y a pas un homme politique actuel ou passé
en tout cas, qui ne doivent pas quelque chose au président Toumani Touré, qui est un homme de paix, et d'ailleurs on l'appelle le soldat de la démocratie, qui a toujours été un homme de paix. Et donc mon dernier mot, le mot de la fin, c'est qu'on ne pourra pas aller vers une réconciliation nationale tant qu'on maintient le président Touré dans cette position. Après avoir blanchi, après avoir fait élire sur les listes des partis au pouvoir des criminels notoires et qui étaient sous la coupe d'un mandat d'arrêt, sous le coup de mandat d'arrêt, mais qui viennent d'être tous blanchis, on débat le tapis rouge à des criminels et on maintient le président dans un exil forcé. Ça c'est difficile à avaler pour nous. Voilà mon mot de fin. J'espère que les gens seront habités par la raison, ils seront habités par le sens du patriotisme. Et ils vont, j'espère bien, je le souhaite, classer ce dossier sans suite.